Allez, nous sommes de retour. Jean-Marc, on va appeler nos 3 experts et après les animateurs viendront pour les restitutions. Je vous propose de venir tous les 3 Très bien. Alors, sur scène. voilà, Ouais, dans l'ordre, Jérôme Pierre O'Malley, Barbier, qui va venir s'asseoir près de ouais, Jefferson. Pierre O'Malley, venez avec moi. Chienez qui va venir s'asseoir Juste à au côté milieu. de Pierre O'Malley. Voilà. Et Jérôme Barbier pour... Et puis Jérôme Barbier. Voilà. Pierre O'Malley. Installez-vous. Jérôme Barbier qui, je l'annonce pour qu'il n'y ait pas de surprise dans la salle, devra nous quitter, mais je crois que Jefferson l'avait déjà fait. Donc ne vous inquiétez pas s'il nous quitte un petit peu avant la fin. Voilà, on a un timing un tout petit peu serré pour Jérôme Barbier. Donc Jean-Marc, tu vas commencer tout de suite pour la première restitution de votre atelier. Merci Jefferson. Bien, d'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'atelier que j'ai eu le plaisir d'animer. Il y a beaucoup de débats. D'abord, il y a un général de l'armée de l'air qui a cru bon de mettre un pavé dans la mare pour exciter l'auditoire avec cette notion très difficile, je mets ça entre plein de guillemets, d'une forme de territorialité ou de souveraineté autour des satellites, hein, et la difficulté à trouver des solutions, mais peut-être tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Hein, on ne peut pas transposer, bien sûr, des notions très terrestres à l'espace en la matière. Mais pour autant, cette initiative, cette proposition a conduit à un débat très riche, hein, un débat très riche qui a commencé par dire non, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de droit dans l'espace, c'est peut-être même qu'il y en a trop. Hein, et je remercie Jérôme Barbier d'avoir fait une présentation extrêmement pédagogique et complète d'abord de l'action du Forum de Paris sur la paix, mais également de l'état des travaux, hein, qui sont les siennes et ceux de son collectif dans ce forum. Et qui fera d'ailleurs l'objet le mois prochain, hein, du forum annuel, hein, forum qui se veut, pour faire simple, un peu l'équivalent de la conférence de Munich, hein, sur la sécurité pour les aspects très sécuritaires, ou du Davos économique en Suisse pour les questions, je dirais, de diplomatie et de paix, puisque tel est le nom. Donc on a réfléchi sur ce point de savoir si le droit était suffisant ou non suffisant. On peut toujours faire mieux, bien entendu, mais le droit est assez nourri, en fait, mais il a besoin d'être coordonné. Il a besoin d'être coordonné, je crois que c'est le maître mot qui est ressorti de cette réflexion, c'est qu'on a besoin de trouver un mode de régulation, mais régulation peut-être au sens de la coordination de ce droit au sein des États, et peut-être même d'ailleurs au sein de chaque État, parce que suivant les pays, là aussi il y a des choses un petit peu variables. Hein. Il y a des pays où l'interministérialité n'est pas forcément identique à celle que l'on connaît dans le nôtre, et où il y a peut-être besoin aussi de réguler en interne un certain nombre de choses importantes. Alors, on a bien sûr parlé et on a pris pour exemple ce qui s'était passé pour le milieu aérien et le milieu maritime, hein, convention de Chicago pour l'aérien, de Montego Bay pour le maritime, pour dire, tiens, puisque dans ces milieux, on a réussi à faire quelque chose, est-ce qu'on peut ou pas arriver aussi à faire quelque chose dans le spatial. Alors, on a commencé par mettre en exergue un certain nombre de différences qu'il y a entre ces milieux. Le milieu spatial étant par exemple très difficile à périmétrer, est un milieu qui ne comporte pas d'éléments souverains, a priori, puisqu'il n'y a pas de découpage territorial, qui est peu habité, ce qui le différencie aussi des milieux terrestres et puis maritimes dans une certaine mesure. Et donc on est arrivé à la conclusion que ce serait certainement très difficile, en tout cas dans l'état des réflexions aujourd'hui, avec la perception qu'ont les humains, je dirais, de l'espace et la représentation qui est la leur, et de l'interprétation qu'une législation de droit dans l'espace pourrait être. On a remarqué d'ailleurs à cet égard que suivant les pays, les cultures, il pouvait y avoir des interprétations très différentes, et que même parmi les ingénieurs, parce qu'on est quand même parti du fait que pour réguler dans l'espace, il faudrait peut-être un minimum de technologie, bien entendu, même les ingénieurs, suivant les États, pouvaient ne pas être d'accord entre eux. Alors qu'a priori, les sciences de l'ingénieur sont des sciences exactes et qu'on pourrait imaginer qu'au moins entre eux, il puisse y avoir un accord. Eh bien, ce n'est pas le cas, hein, et Jean Barbier en parlera peut-être tout à l'heure, ayant été témoin de différences entre États-Unis, Europe, Chine, par exemple, sur un certain nombre de sujets. Donc, on est arrivé à l'idée que, inévitablement, on devrait passer, au moins dans un premier temps, et le premier temps c'est maintenant et certainement dans les toutes prochaines décennies, par un international non contraignant,
donc de l'informel, hein, enfin un informel très formalisé malgré tout, hein, mais qui se déclinerait plutôt en un national, lui, qui pourrait être contraignant. Donc le niveau de contrainte serait plutôt au niveau national qu'au niveau international. Bien entendu, il faut que tout le monde joue le jeu, et on n'a pas la garantie aujourd'hui que tout le monde joue exactement le même jeu, d'autant plus que je disais tout à l'heure, l'interprétation des documents, des textes, et j'en suis témoin pour avoir beaucoup travaillé dans ce milieu-là, eh bien, fait l'objet souvent de discussions a posteriori, alors qu'a priori, on s'est mis d'accord. Donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc on a décliné toutes les possibilités en la matière, en termes de gestion de l'espace. On a parlé de STM, hein, donc de Space Traffic Management, on a parlé de Space Traffic Coordination, hein, proposition forte poussée par les USA, et quand on connaît la puissance américaine, ben on peut imaginer que cette solution de Space Traffic Coordination, qui est une solution décentralisée, hein, contrairement peut-être au STM, hein, avec un niveau interministériel de chaque État puissant, finissent par l'emporter au moins au début. On a même parlé de Space Traffic Control, qui est un système centralisé plutôt prôné par les Chinois, mais on pourra en reparler, etc. En tout cas, on est arrivé je dirais, à l'idée que cet espace n'était pas, je dirais, un espace qu'on a représenté hier par l'image du Far West, mais et Jérôme Barbier a plutôt proposé une idée, hein, de Saint-Empire germanique, hein, c'est-à-dire un espace qui a quand même une puissance, enfin, on peut trouver un élément de puissance commun, mais qui est un état, enfin, confetti, on va dire, avec de très nombreuses perceptions, interprétations, chacun de son côté. Donc la diplomatie a tout son rôle, et je crois que c'est peut-être le point final de cet atelier, c'est de dire, in fine, la problématique de régulation dans l'espace est avant tout une problématique politique. Et il nous faut définir, politiquement parlant, au niveau national, déjà européen peut-être, pour nous qui sommes intégrés à l'Union européenne, et puis au-delà, au niveau international, politiquement, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce que la société souhaite, ce que les États peuvent accepter, et ce qu'on peut définir comme je dirais, paramètres de régulation au niveau international. Donc, pas d'idée définitive, mais ça, on n'était pas assez présomptueux pour imaginer qu'on trouverait des solutions absolues. Mais on sent bien qu'il y a un foisonnement d'idées, qu'il y a un foisonnement de réflexions un peu partout dans le monde, et dans notre pays en particulier, et qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a senti aussi que le débat était très animé dans l'atelier, j'en suis très heureux, mais s'il est animé, c'est que les perceptions ne sont pas toujours en concordance, hein, et c'est normal, on n'est pas dans un monde absolu, dans un monde de vérité, et qu'il y a encore un certain travail à faire, peut-être d'éducation, un travail culturel, un travail politique, je le disais, afin d'arriver peut-être demain, alors demain je ne sais pas quand, mais demain à quelque chose d'un peu plus unifié. Voilà. Jérôme Barbier va maintenant dire si j'ai été assez fidèle dans la restitution, et puis je céderai la place à mon successeur. Voilà. Merci Jean-Marc. Jean Barbier, en quelques minutes avant que vous nous quittiez, simplement sur cette question de la régulation, on a quand même le sentiment qu'il y a, enfin c'est pas le sentiment, c'est que le constat, il y a les États-Unis et le reste du monde. Dressez-nous quelques pistes de réflexion. Alors, je ne dirais pas qu'il y a les États-Unis et le reste du monde, je dirais qu'il y a les États-Unis et la Chine, et d'autres grandes puissances qui ont des propositions assez fortes. La France aussi est assez audible en la matière. On a une proposition quand même assez développée. En revanche, la question, c'est qu'en l'absence d'une coordination minimale des discussions qu'il peut y avoir, hein, comme on a pu l'évoquer, effectivement, le plus fort gagne. Et en l'état, les États-Unis sont les plus forts. Et surtout, je soulignerai en point d'actualité, les États-Unis viennent de finir un long dialogue interagences, hein, parce que l'interministériel américain, c'est un autre niveau de complexité que l'interministériel français, qui n'est pas particulièrement simple. Mais du coup, là, ils sont d'accord. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, des processus multilatéraux dans lesquels les États-Unis sont impliqués, la situation, c'est qu'ils ne veulent rien pendant 3, 4, 5 ans parce qu'ils ont leur dialogue national. Mais une fois qu'il y a un dialogue interagences et un arbitrage validé par la Maison-Blanche, ils arrivent au bulldozer et ils appliquent. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une contre-proposition, un contre-modèle positif, ou est-ce qu'on va seulement être en réponse ? Certains commentateurs ont pu interpréter que face à la proposition des accords Artemis, on a beaucoup été en réponse, et beaucoup d'États sont en réponse. La proposition est effectivement extrêmement habile, ça a d'ailleurs été souligné pendant les discussions, puisque ce n'est pas un accord multilatéral, c'est un accord multibilatéral, c'est-à-dire qu'il a été rédigé unilatéralement par les États-Unis
puis signer un par un avec d'autres États, mais puisqu'il y a d'autres États qui ont signé, on ne peut pas renégocier le texte. Donc c'est une manière de légitimer une position unilatérale comme étant un axe multilatéral, alors qu'il y a des vraies questions d'interprétation. Mais le rapport de force est là. La question est effectivement, est-ce qu'on va réussir à faire passer d'autres messages? Et c'est pour ça que je rebondirai sur le bilan fait par le général Laurent de l'atelier. Je pense que ce qui ressortait des discussions, c'est qu'il y a beaucoup de solutions en réalité, et beaucoup d'acteurs, même dans la salle, et, de l'industrie, de la société civile et des différents États, y compris en Europe, ont des solutions. Par contre, l'époque, c'est celui de la stratégie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en place ces solutions ou comment est-ce qu'on va produire le débat permettant de discuter pour se mettre d'accord sur quelque chose et faire une contre-proposition avant qu'il ne soit trop tard. La réflexion faite par l'Union européenne, par exemple, dans le cadre de Spaceways, alors qu'il n'est pas encore publié, mais l'horizon temporel, c'est 2027, si je me souviens bien. Je me permettrai d'être réservé sur l'efficacité d'une proposition européenne en 2027 sur le SIM, par exemple. Et sur les pistes, pour revenir sur votre atelier, est-ce que vous avez pu identifier, et vous aussi au sein du Forum de la paix, vous travaillez sur quoi concrètement? Donc nous, concrètement, la manière dont on appréhende les choses, c'est qu'on a effectivement produit cette initiative Net Zero Space, qui est une coalition d'une cinquantaine d'acteurs à travers le monde, donc des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays émergents. Et l'importance des pays émergents, d'ailleurs, doit être soulignée, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a quand même une grande majorité d'États qui ne sont ou bien pas des Special Nations, ou bien qui sont émergentes dans ce secteur-là. L'idée, c'était de coordonner avec eux, tout simplement, pour s'accorder sur le constat qu'il y a une urgence sur l'environnement orbital, puisqu'il y a des débris un peu partout et qu'il y a besoin d'une coordination, qu'il y a quelques directions minimales sur lesquelles tout le monde peut s'accorder. Ça, c'est le texte de la déclaration sur lequel tous ces acteurs se sont engagés, ce qui permet de construire en fait un momentum politique, puisque par exemple, et la raison pour laquelle on interagit très bien avec l'administration américaine ou avec l'administration chinoise, par exemple, qui seront présentes au forum à haut niveau pour discuter justement des recommandations par ailleurs produites par cette coalition, c'est qu'ils se disent pour une fois, j'ai des acteurs à travers la chaîne de valeur, plus des agences, plus des universités, et puis alors des Chinois et des Américains qui sont d'accord sur un constat dans un format politique. Ce n'est pas quelque chose d'habituel, surtout pas pour l'espace qui historiquement est appréhendé comme un secteur ou bien éminemment technique et qui est le domaine de l'ingénieur, ou bien du point de vue des États, ça change évidemment rapidement, mais comme un secteur stratégique. Voilà. Est-ce qu'il y a un horizon de décision, un horizon de finalité? Ou là, on est encore au débat, au tout début de la discussion, et tout ça doit phosphorer, progresser et être amendé? Alors sur le momentum politique, c'est toujours très compliqué de mettre un horizon. À quel point est-ce que notre coalition a produit quelque chose? Non, j'aurais pas non plus l'ambition, ou plutôt l'hubris de dire qu'on a vraiment produit ça. Par contre, on voit que le sujet commence à arriver au niveau politique. Aux États-Unis, c'est très clair. En Chine, c'est extrêmement clair depuis l'année dernière avec un discours très fort du président Xi sur la question. Alors nous, par contre, là, cette année, on va publier deux sets de recommandations politiques opérationnelles pour les États. À la fois sur la convergence des normes nationales, effectivement, c'est une perspective, donc je suis très heureux de voir qu'elle est revenue aussi comme proposition pendant les débats, mais qu'on partage. Pour avoir des solutions du point de vue du gouvernement et de la régulation à court terme, la stratégie, c'est la convergence des régulations nationales, parce que ça va beaucoup plus vite qu'un accord international, même sur des bonnes pratiques. Donc ça va être publié effectivement et ça va être repris par certains États, mais sur ce, je pourrais m'exprimer plus avant le 13 novembre. En tout cas, on voit que si l'horizon politique est un peu plus lointain, tous les acteurs qui ont pris la parole depuis hier pointent toujours ce même constat, c'est qu'on est face à une croissance exponentielle de l'activité spatiale et d'où ce besoin d'organiser les choses un peu plus rapidement que ce n'était. Parce que c'est ça le défi, au fond, c'est de coller à cette explosion de croissance qui arrive. C'est effectivement le besoin, et je dirais même ce besoin d'organisation-là, c'est un peu mon message dans la présentation, il n'est pas que technique, il est par définition politique. Mettre en ordre de bataille des intérêts divergents et déterminer les trade-offs nécessaires entre différentes solutions, c'est une discussion politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire que par des diplomates. Au contraire, le forum justement travaille en forum multi-acteurs avec des personnes de différents profils, y compris des juristes ou des ingénieurs, parce que tout le monde peut apporter une vision sur ces intérêts-là. Mais cette discussion-là, par nature, on parle de déterminer un cadre normatif, c'est une discussion politique. Et j'ajouterais même que la disposition politique beaucoup plus large, et là avec un sens très très large de l'espace public, à prendre au sérieux ces normes-là et à les mettre en œuvre effectivement, ce qui est le vrai sujet en fait qu'on a actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de lignes directrices sur l'espace et la soutenabilité. Par contre, pour les mettre en œuvre, s'il n'y a pas une forme d'incitation, d'abord politique, et puis bon, après on peut parler d'incitation économique de type taxe, etc.,
ça pose une question dans l'implementation et l'enforcement encore plus de ces normes. Alors, je profite de votre présence encore pendant quelques minutes et je voudrais faire réagir chez Inès aussi sur, sans empiéter sur le débat que vous avez, l'atelier que vous avez eu et dont on va parler après, mais sur le mot de régulation, parce que vous en avez parlé, je vous ai écouté, et c'est pas un mot que vous retenez, vous en préférez un autre, et je profite de la présence de Jérôme Barbier pour qu'on puisse avancer dans la discussion sur ce terme-là, qui pareil a irrigué l'ensemble de nos débats depuis hier. Alors expliquez-nous, et vous nous avez dit tout à l'heure que vous pourriez parler pendant des heures, simplement là, oui, je vous demande un exercice de conseil. C'est le problème du juriste, Ouais. on est aussi concis que pas. Plus bavard. Alors, l'idée en fait qu'on a portée tout à l'heure dans l'atelier, enfin que je me suis permise de porter en tout cas, c'était une question un petit peu sémantique. Et j'étais ravie, enfin la juriste en moi était ravie hier de voir qu'on essayait de dessiner un petit peu les contours de certaines notions. Et hier, effectivement, on entendait énormément la notion de régulation. Et je dois admettre que ce n'est pas une notion que je porte. Je parlerai plutôt de réglementation, en fait. Parce que la régulation, c'est justement cet état d'équilibre qu'on essaye d'atteindre. Et la réglementation, justement, est là pour atteindre l'état de régulation. Donc voilà, c'est juste une petite précision sémantique qui me tenait à cœur. De la même manière qu'on parlait effectivement de durabilité, moi, j'aime aussi la notion de soutenabilité, parce que du coup, ça englobe également cet esprit de qu'est-ce que l'environnement peut supporter. Et donc voilà, c'est deux notions que je porte à votre attention, et je suis preneuse de tout commentaire là-dessus. Oui, juste une petite réaction. Inès a tout à fait raison. On a un gros problème, c'est qu'on a tendance à transposer des termes anglo-saxons dans la langue française, surtout les termes d'origine française. Et que regulation, c'est pas régulation. Et il y en a plein d'autres comme ça. Voilà. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et justement, Jérôme Barbier, sur ces nuances, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça peut faire aider la discussion? Est-ce que ça doit être pris en compte? Alors, parlant de point de vue diplomatique, très heureux de faire des nuances sur les termes. Non, je suis tout à fait aligné effectivement avec ce qu'a dit Chénès sur la réglementation, et c'est l'enjeu, disons, concret de court terme qu'il y a. Du coup, j'ajouterais qu'avec l'appréhension internationale, pour la comparaison, quand on parle de traités, d'organisations, etc., moi je dirais que ce qu'il y a besoin, c'est d'un régime international au sens de Krasner. Voilà, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus fluide, mais qui en fait va être mis en œuvre, parce que la question, c'est plutôt la disposition des acteurs à suivre un bon comportement, indifféremment presque avec le statut juridique exact du quelconque forme d'accord qu'on peut avoir par ailleurs derrière. Et une dernière question, parce que vous nous avez dit il y a quelques minutes qu'il y avait des Américains qui commençaient à être d'accord avec des Chinois, que tout ça commençait à prendre forme. Est-ce qu'on peut être confiant, optimiste? Est-ce que manifestement ça va dans la bonne direction? Et vous qui êtes un peu plus près des choses que nous, quel est le degré de confiance? Alors, c'est une très bonne question. Voilà. Et je rappelle que vous ne lisez pas dans le mar de café, que vous n'avez pas de boule de cristal. Et effectivement, on parlait de l'hubris tout à l'heure, il n'y en a pas non plus. Non, effectivement. Non, ce que je peux dire des discussions, c'est que donc on a eu l'une des réflexions donc, qui n'était pas sur les normes, qui était sur l'appréhension du risque de collision en orbite, donc qui est beaucoup plus technique théoriquement là, parce que ça implique vraiment des capacités réelles et des questions de seuil. C'est là où on a une discussion de fond avec notamment des acteurs américains et chinois, parce que ça impliquait de savoir quand il y a un risque de collision au-delà des seuils, etc., quel est le processus de décision interne. C'est-à-dire, d'une part, d'où viennent vos données? Est-ce que vous les recoupez ou non avec des données? Est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'elles sont privées? Est-ce qu'elles sont commerciales ou est-ce qu'elles viennent du gouvernement? Est-ce que vous devez notifier, important pour des Chinois, un acteur public? Et est-ce que cet acteur public a un droit de regard sur ce que va décider l'entreprise? Et en fait, c'est aussi valable pour les Américains. Et toutes ces questions-là qui permettent de déterminer, sinon exactement un accord sur ce qu'il faut absolument faire. Et alors là, la question serait est-ce que les États le prennent en compte ou non? Parce qu'ils ont leurs propres intérêts, avec beaucoup d'opérateurs sont gouvernementaux directement, surtout pour ces deux pays dont la relation bilatérale sera critique pour le secteur spatial de manière générale. En revanche, ça permet d'identifier, typiquement si on parle de données, de transparence et de partage d'informations, les espaces sur lesquels, en l'état, ces entreprises peuvent coopérer en bilatéral, et les domaines sur lesquels il semble assez crédible que même les États souhaitent avancer pour une coopération minimale sur des questions de transparence. Sur ça, je serais confiant. Après, il y a une question beaucoup plus large, malheureusement, sur la relation sino-américaine, qui est leur capacité à coopérer sur des questions stratégiques en matière spatiale. En réalité, j'aurais un niveau de confiance, est-ce qu'il faut mettre un pourcentage, mais je serais plutôt positif sur la relation, parce que, à la fois pour une partie de stratégie de puissance nationale côté chinois, mais aussi
pour une question d'intérêt bien compris, parce que c'est un acteur critique que maintenant ils ont une station spatiale. Ils maintiennent encore un dialogue relativement constructif, y compris dans le cas des Nations Unies et dans les discussions informelles qui ont lieu au cours de l'année avec les États-Unis. Le vrai acteur, pour le nommer, hein, qui pose problème actuellement sur ces questions-là, c'est la Russie, pas tellement la Chine. Et alors, avant que vous partiez, la question Slido, pensez-vous possible la mise en place d'une convention de l'espace contraignante et d'une organisation apte à réguler l'activité spatiale? On vient quasiment d'y répondre, mais je vous laisse faire la précision. Alors possible, non. Je dirais un non franc sur la prochaine décennie, très clairement. Et j'ajouterais qu'en fait, je suis personnellement pas convaincu que le format d'une organisation supranationale ou d'un traité contraignant soit pertinent pour régler le problème. Notamment parce que le mandat n'est pas clair. Une toute petite dernière question dans ce que vous venez de dire. Est-ce que, par exemple, un opérateur privé que je ne citerai pas pourrait s'intégrer dans un cadre national ou dans les textes que vous évoquez? Eh bien, l'enjeu, parce que c'est un débat qu'on a bien entendu et on a parlé à SpaceX, évidemment, c'est tout simplement de créer un momentum politique suffisant pour que l'administration américaine ait plus d'intérêt à contraindre SpaceX par le voie de droit national que de convaincre gentiment une entreprise de nous rejoindre. Merci Jérôme Barbier pour ces précisions, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Je vous libère parce qu'il est 12h10 et vous deviez partir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc, pareil, on va laisser la place à François Raffen maintenant et après Marc Vallès nous rejoindra. C'était l'atelier numéro 2. Jean-Marc, tu restes avec nous de toute façon. Allez, François, avec nous pour la restitution. Est-ce qu'il y a eu un pavé dans la mare? Moi, je vous ai écouté. Ça a pas mal discuté quand même dans votre atelier aussi. Je n'ai pas aperçu de général de l'armée de l'air, mais c'était aussi très bien. Non, il n'y a pas eu de général de l'armée de l'air qui a lâché des pavés dans la mare. Par contre, il y a des points d'accroche communs entre les éléments qui ont été discutés au sein de l'atelier numéro 2 et apparemment ceux qui ont été discutés au sein de l'atelier modéré par le général Laurent. Alors, la question qui a animé nos débats, qui ont été à la fois engagés et engageants, et je remercie d'ailleurs beaucoup les participants de nous avoir challengé un petit peu sur un certain nombre de nos assertions. La question initiale était tournée autour de la promotion des activités éthiques et responsables dans le domaine spatial. Et comme élément de mise en scène au préalable, la question qui a été rapidement posée était celle de la manière de concilier une sorte d'impératif économique, d'essor économique des activités du spatial et la nécessité d'y intégrer une dimension qui auparavant n'était pas du tout un élément moteur du spatial en lui-même, qui est donc ces considérations éthiques et responsables, dans le but, en premier lieu, d'assurer une pérennité du domaine spatial en lui-même, mais également avec une certaine forme d'acceptabilité de la manière dont ces activités spatiales se déroulent. Et donc assez rapidement, on est arrivé à tourner autour de cette notion très intéressante et très importante pour le spatial at large, qui est la notion de communication. Le modèle spatial européen a des caractéristiques uniques, qui sont à la fois extrêmement vertueuses, notamment au niveau de la coopération comme moteur des activités spatiales, mais qui peut également être porteur d'un certain nombre d'interrogations dans un contexte marqué par un certain nombre d'acteurs privés, notamment SpaceX, qui semble incarner un dynamisme entrepreneurial qui est nécessaire pour l'évolution des activités spatiales. Est-il nécessaire, est-il obligatoire d'intégrer ces dimensions éthiques et responsables qui pourraient être amenées à freiner finalement l'essor économique? Et donc cette question de communication, très rapidement également, a mis en évidence le fait que le modèle spatial européen, ou le spatial en Europe, avait un déficit structurel de communication qui valorisait naturellement à la fois la NASA, par exemple, par rapport à l'ESA, comme étant l'incarnation de l'ambition, du rêve spatial, etc. Et de l'autre côté, des entreprises comme SpaceX qui sont parfois présentées comme un modèle à suivre. Or, les activités de SpaceX ne prennent pas du tout en compte, que ce soit les activités de lancement ou les activités de Starlink, la dimension environnementale comme un élément moteur de leur future croissance. Pour les lanceurs Falcon 9 et demain pour le Starship, le type de propulsion utilisé a un impact environnemental certain.
qui n'est pas du tout pris en compte comme étant un élément de choix dans les évolutions à la fois des cadences, voire des choix technologiques. Les constellations Starlink ont mis en évidence l'avènement d'une pollution lumineuse qui a un intérêt fort pour le monde scientifique. Et donc il s'agissait de se poser la question de la manière d'utiliser peut-être une nouvelle méthode de communication pour à la fois faire comprendre à un public non spécialiste l'intérêt réel du spatial pour l'atteinte des objectifs environnementaux qui dépassent le milieu spatial en lui-même, et en même temps démontrer que le modèle spatial européen intègre d'ores et déjà, y compris au niveau du spatial militaire, un certain nombre de considérations éthiques et environnementales. Et c'est cette spécificité du modèle européen qu'il s'agit sans doute de valoriser. Et alors une idée très concrète est sortie des discussions de l'atelier, qui était de lancer la publication d'un eurobaromètre, de manière à la fois à recueillir la vision, la perception globale d'un public de non-spécialistes du spatial en Europe, et de l'utiliser ensuite pour démontrer que la spécificité du modèle européen a une dimension environnementale et éthique qui en fait sans doute un élément moteur dans le cadre de discussions internationales qui font écho finalement aux considérations qui ont été discutées dans l'autre atelier. Alors il y a eu un débat assez intéressant qui a montré finalement la pluralité d'approches, les différentes facettes d'un même problème, qui a tourné autour de la définition même du domaine spatial comme domaine spécifique, ou au contraire comme domaine incarnant finalement les passions humaines dans ce qu'elles ont de vertueuses mais également de potentiellement négatives. Et chez Inès a eu une posture très juridique d'une certaine manière, qui a affirmé que oui, le domaine spatial est un domaine à part, c'est un domaine patrimoine commun de l'humanité, qui donc répond à un certain nombre de logiques différentes. Cela étant, il est également le lieu d'affrontement au plan stratégique, au plan politique, au plan économique. Jérôme Barbier en a parlé juste avant, où finalement le domaine spatial est investi des logiques de confrontation, en particulier entre la Chine et les États-Unis, qui structurent l'évolution des capacités spatiales en elles-mêmes. Et l'exemple qui est sorti naturellement de nos débats était, là encore, autour des accords Artemis. Donc les accords Artemis, qui est finalement la manifestation politique par les États-Unis d'une volonté de structuration en deux camps des États qui, d'un côté, seraient plutôt like-minded nations et favorables à la mise en œuvre du programme Artemis tel qu'il est défini par les Américains, et de l'autre, d'autres nations qui préféreraient un modèle davantage russo-chinoise pour schématiser un petit peu. Et l'implication et les conséquences de la signature par un certain nombre de pays européens des accords Artemis, notamment la France récemment, a été mis en exergue par cette notion qui est intégrée aux accords Artemis, qui encore une fois ne sont pas un texte juridique mais bien un instrument de politique, cette notion de safety zones. Donc les safety zones qui sont contenues dans les accords Artemis posent un principe de territorialisation de zones d'exploitation de la surface lunaire, une sorte, que j'ai appelé de manière un peu abusive, un futur cadastre de la Lune, qui donnerait un degré de responsabilité supérieur à une nation par rapport à une autre pour la gestion de cette zone en termes de sûreté, mais également avec des implications en termes d'exploitation. Et chez Inès nous a apporté une lecture plus précise pour mettre en relation ces accords Artemis et les suggestions qui y sont présentes par rapport à cette logique de la Lune comme étant également patrimoine commun de l'humanité, ne pouvant pas faire l'objet d'une appropriation. Or, nous voyons très bien le biais qui est possible d'exploiter à travers les accords Artemis. Qui dit délimitation de zone, dit à terme délimitation d'un territoire qui est le mien par rapport à un territoire qui ne serait pas le mien et qui serait à toi, et qui est donc porteur de trajectoires de confrontation entre notamment la Chine
et les États-Unis, où finalement les possibilités stratégiques et économiques des moyens qui y seraient disposés reproduiraient un schéma que l'on retrouve dans d'autres domaines, c'est-à-dire à partir du moment où je m'approprie un domaine, j'y définis des règles et une exclusivité qui irait encore une fois à l'encontre de cette logique de espace comme patrimoine commun de l'humanité. Voilà, donc nous avons eu un débat assez riche avec plusieurs perspectives qui étaient finalement assez convergentes de deux manières, convergentes déjà dans la difficulté d'appréhension d'un problème qui ne permet pas une résolution évidente, et également une convergence dans la nécessité, l'impérieuse nécessité de conduire cette réflexion-là, qui est un élément indispensable à la promotion des futures activités spatiales dans leur dimension éthique et environnementale. Et pour conclure de manière brillante notre atelier, chez Inès nous a fait le plaisir de nous remémorer, de nous présenter une vidéo que j'espère vous avez tous déjà eu l'occasion de voir, une vidéo de Carl Sagan qui s'appelle Pale Blue Dot et qui finalement rassemble en elle-même une certaine vision de l'espace qui, je pense, doit être au cœur de nos futures réflexions. Merci François Raffen. Juste, Shainez, je voudrais vous faire réagir, en tout cas préciser un point. Comment la juriste que vous êtes, vous voyez cette question, ce risque d'appropriation de la Lune? Parce que François Raffen le disait dans son exposé, je vous ai écouté, on est passé d'une logique de trajectoire à une logique de territoire. Ça, c'est en train de changer la donne. Là aussi, c'est un bouleversement qu'il faut appréhender. Alors, absolument. Pour revenir sur les accords Artemis, je pense qu'on en a assez entendu parler. Ça a fait couler énormément d'encre. Je crois qu'on est aujourd'hui à une vingtaine d'États qui ont souscrit et rejoint les accords Artemis. Comme l'a rappelé François, effectivement, et peut-être même en propos préliminaires, juste pour dire que, selon moi en tout cas, l'espace est potentiellement l'environnement où la notion d'éthique est la plus prégnante. Je dis ça notamment à la lumière de la lecture du traité de l'espace. On y retrouve des concepts comme celui de patrimoine commun de l'humanité, ou encore celui du bénéfice pour l'humanité avec un grand H. Donc partant de ce constat-là, effectivement, il y a toute une logique qui est structurante au traité de l'espace et au droit spatial en général, bien qu'effectivement le traité sur la Lune n'ait pas fait l'objet d'un succès monstrueux. Hein. Si on voit le nombre de ratifications, il me semble qu'on a une vingtaine. La France a signé le traité de la Lune, mais ne l'a pas ratifié. Donc il y a une espèce au moins à minima d'engagement avec l'esprit du traité, mais il n'y a pas d'engagement contraignant pour la France. Pour revenir aux accords Artemis et mettre cela en lien avec la logique du traité de l'espace, effectivement, il y a cette notion de non-appropriation. Donc l'environnement spatial, et en particulier la Lune et ses corps célestes, sont insusceptibles d'appropriation. Il peut y avoir de velléité souveraine. Quand on comprend ça, la question de l'exploitation, l'exploration c'est une chose, mais la question de l'exploitation pose un certain nombre de questions. À partir de quand est-ce qu'on considère que quelque chose qui a été exploité fait l'objet ou en tout cas est propriété de la personne qui l'a exploité? Et la question notamment que posent les accords Artemis, au moins d'un point de vue juridique, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait une vingtaine d'États qui considèrent que le sujet n'est pas en jeu. Effectivement, la question de l'appropriation, à partir du moment où je définis une zone, que j'empêche par ailleurs l'exploitation et l'utilisation de cette zone par les autres États, est-ce que ce n'est pas une forme d'appropriation? À partir du moment où, même sans parler en fait d'exploitation, à partir du moment où j'occupe une zone pendant un certain temps, est-ce que je ne m'approprie pas finalement la zone en question? Alors, du coup, c'est plus un débat sémantique, effectivement, et puis la réponse de certains États, c'est qu'il ne s'agit pas d'appropriation, mais d'utilisation pure. Et donc là-dessus, on peut effectivement en discuter pendant des heures, mais c'est actuellement l'état des discussions. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, effectivement, à mesure que des États rejoindront les accords Artemis, on peut imaginer en fait une forme de coutume qui se mettrait en place,
via la pratique des États. Et donc cet instrument qui est aujourd'hui qu'un instrument politique pourrait effectivement avoir des implications et des conséquences juridiques beaucoup plus contraignantes. Donc, affaire à suivre. Merci en tout cas pour ces précisions. François Raphaël, je vous allez laisser votre place à Marc Vallès. On va rentrer dans la dernière ligne droite de ces restitutions des ateliers, parce qu'après, on a un déjeuner qui nous attend. Je sais que c'est aussi important. On reviendra à des nourritures terrestres pendant quelques temps et on reviendra à nos ateliers après. Marc Vallès, allez-y, installez-vous pour la restitution. Alors, on va parler de débris avec vous, et ça aussi, ça a beaucoup occupé les débats hier. Alors Allez-y. effectivement, on a commencé par dresser un petit peu la situation avec l'aide de Pierre qui est expert en le domaine. Je dirais surtout de quoi est-ce qu'il s'agit, et en particulier rappeler que les débris, c'est constitué à la fois des satellites, mais de plein d'autres choses. À chaque fois qu'on a envoyé un satellite là-haut, enfin toutes les choses qui vont en orbite, donc déjà tous les lanceurs ont laissé des morceaux, et ils y sont encore. Donc ça représente les débris, ce ne sont pas les satellites morts, c'est un ensemble de choses qui est bien plus large que ça. On a parlé de Caen, donc avec tout l'historique de la façon dont ça s'est passé, et puis la période actuelle qui est particulière, puisque on voit bien qu'il y a eu deux types de grandes évolutions au cours de l'histoire du nombre de débris qui sont autour de la Terre, qui sont soit des percussions, des collisions, voulues ou non voulues, qui marquent de façon très claire l'histoire. Et puis maintenant, quelque chose de nouveau qui infléchit de façon assez significative la courbe, c'est effectivement l'arrivée des grandes constellations avec cette fois-ci des milliers de satellites et non plus des satellites ou des dizaines de satellites. Et on voit donc voilà, cet historique. On a parlé aussi un petit peu de où, puisque tout ça se passe sur des orbites, et quand ils y sont, elles y restent, il n'y a pas de changement, ou très très peu, sauf les orbites qui sont très basses et qui sont freinées, et qui ne sont peut-être pas le problème d'ailleurs, parce qu'elles se nettoient un petit peu toutes seules. Et là aussi, la répartition n'est pas uniforme. Il y a des zones qui sont plus ou moins chargées, plus ou moins intéressantes économiquement, et donc du coup, qui se retrouvent effectivement sous pression. Et puis on a aussi parlé de façon assez importante sur comment savoir, donc comment les identifier, comment les voir, comment aider, et comment pouvoir les éviter lorsqu'on peut. Voilà. Donc avec tous les moyens qui sont aujourd'hui soit déployés en France, soit déployés en Europe, soit déployés dans les autres États, et en mettant en évidence que voilà, les moyens ne sont pas répartis de façon uniforme, et que nous n'avons pas une pleine autonomie sur la connaissance de ce qui se passe sur toutes les orbites au niveau national ni au niveau européen. Et tout ça, ça nous a conduit ensuite après à quand même mettre en évidence qu'il y a une prise de conscience qui probablement est en train de grandir. Des gens avaient déjà en fait tiré certaines sonnettes d'alarme il y a déjà quelques décennies, mais maintenant ça devient un véritable sujet avec une prise de conscience des États bien sûr, mais il y a maintenant quelques exemples de prise de conscience du privé aussi, qui se rend compte que ça peut perturber son propre business, et que dans certains cas, même si la loi ne l'impose pas, parce qu'on en parlera après, il y a peut-être des terrains d'entente à trouver, si même entre concurrents, si on veut éviter de s'empêcher de pouvoir exploiter l'espace. Et effectivement, à ce sujet-là, il y a clairement la mise en évidence d'un réel risque, d'un réel danger vis-à-vis de l'exploitation future de l'espace, avec des dérives qui peuvent être violentes si elles sont pas contrôlées. Et une remarque importante faite par Pierre, c'est que même si on fait rien là maintenant, même si on fait plus rien, ça va continuer à se dégrader. C'est-à-dire que ça va pas se nettoyer tout seul, contrairement alors les orbites basses oui, mais le reste non, ça va s'aggraver. Donc il faut vraiment trouver des solutions à la fois pour réduire le nombre de débris qu'on rajoute alors qu'on continue à exploiter l'espace, mais en même temps comment réussir à mieux les éviter, parce qu'aujourd'hui on prend des marges parce qu'on veut vraiment pas que ça se rentre dedans, mais on n'a pas une visibilité très importante de où ils sont, à quelle vitesse. Voilà, donc on prend des marges. En gros, on conduit, on se met sur des autoroutes séparées pour être sûr de ne pas se croiser. Là, peut-être qu'on peut se croiser d'un peu plus près, mais ça nécessite des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui, donc il faut développer ça. Et puis, il faut vraiment sérieusement réfléchir à comment en supprimer. Comment est-ce qu'on peut commencer à faire du nettoyage sur le long terme. Ça paraît indispensable. Mais pour tout ça, même s'il existe aujourd'hui un certain nombre de règles, un certain nombre
de choses qui ont été reconnues, des recommandations qui ont le mérite d'exister. Il y a très peu de moyens d'obliger à ce qu'elles soient effectivement uniformément... je ne sais pas comment dire d'ailleurs, parce que du coup, ce sont des recommandations. Alors, est-ce qu'elles sont suivies, ou est-ce qu'elles sont exécutées, ou est-ce qu'elles sont appliquées, enfin, parce que l'applicabilité. Donc, tout ça, il y a quand même un grand flou entre les intentions et la réalité. Et puis, il y a un problème de financement. C'est tout bête, mais de façon très claire, tant qu'il n'y a pas eu de sanctions majeures sur le plan économique, tant qu'on a évité les catastrophes, personne n'a envie de payer pour quelque chose qui pourrait arriver, et parce qu'il y a un grand flou aujourd'hui sur les responsabilités. Alors il y a un flou qui est complètement naturel, c'est que pendant des décennies, on ne s'y est pas intéressé, donc on n'a pas tracé, et puis aujourd'hui il y a un état de fait, la situation qui vient de nos anciens, là, alors, et qui est responsable est-ce qu'on est responsable de ce qu'ont fait nos grands-parents? C'est une question qui se pose déjà dans plein d'autres domaines. C'est compliqué. Et puis après, même comme les lois ne sont pas les mêmes partout dans tous les pays, eh bien, il y a la reconnaissance ou pas la reconnaissance du fait qu'il y a une responsabilité effective. De fait, les business models pour dire il faut qu'on fasse quelque chose aujourd'hui sont pas clairs. En fait, tous ceux qui travaillent pour l'instant n'ont pas réussi à trouver une solution miracle, et donc se pose la question de comment faire pour engager le nettoyage. Par contre, Pierre a mis en évidence qu'il y avait un certain nombre d'actions qui sont déjà engagées et qui se poursuivent pour des actions concrètes de progrès qui sont monitorées par le CNES, soit pour avoir une meilleure perception de la situation, soit pour améliorer le comportement en fin de vie ou durant la vie des objets qui sont plus opérationnels mais qui pourraient polluer plus que nécessaire s'ils explosent, etc., la passivation, soit des capacités aussi pour être plus facilement autonomes et commencer à chercher à s'éviter les uns les autres. Donc il y a, voilà, je ne vais pas revenir donc sur tout ce qui a été présenté, mais il y a effectivement des actions concrètes avec des actions technologiques cette fois-ci, tangibles, avec des calendriers, etc., qui peuvent être mises en place au niveau national, qui peuvent être partagées au niveau européen, qui peuvent être connues, divulguées au niveau international, de façon à montrer que voilà, on arrive à faire des choses. Il y en a qui savent, il y en a qui investissent un petit peu pour préparer l'avenir. Et ça laisse quand même entrevoir un futur un peu plus positif que ce que je vous ai dépeint un peu avant. Mais il y a quand même eu une remarque en disant, dans ce flou où on sent mal quelle peut être la gouvernance de ce lieu qui reste aujourd'hui, qui n'est pas la propriété d'un État et sur lequel il n'y a pas de régulateur au niveau international. Il y a quand même deux grandes puissances aujourd'hui qui ont des intérêts particuliers, qui ont des moyens particuliers, qui peut-être pourraient bien petit à petit prendre le contrôle. Donc je parle évidemment des USA et de la Chine, qui petite partie d'une certaine façon, avec les moyens qu'ils ont en place à la fois de détection et d'action, d'une certaine façon faire une espèce de police, une espèce de milice qui privilégient leurs intérêts et pas forcément les nôtres. Voilà, on a plus ou moins terminé sur cette conclusion. Merci Marc. Pierre O'Malley, sur la question des débris, moi je vais y aller très franchement. Est-ce que débris égale pollution? Alors, oui, voilà. Bon, merci. Merci. Donc, les débris aujourd'hui, alors, on peut considérer qu'ils font de la pollution lumineuse à ce moment-là, puisque du coup, on regarde un ciel naturel et il va être impacté par des objets qui vont être en début de nuit ou en fin de nuit et illuminés par le soleil. Après, le débris pollution, moi je suis un ingénieur, donc la subtilité de la notion je sais pas, elle me parle pas beaucoup. Pour moi, le débris, il va m'empêcher aujourd'hui de faire de la techno, d'avoir un service, d'utiliser un espace. Et donc, comme il va m'empêcher de faire quelque chose, il va polluer ma vie, enfin, dans un certain sens. Donc, alors, je vais le dire autrement, est-ce que c'est un problème? Ah oui. je vais traduire. Voilà. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, c'est un problème puisque ça nous empêche d'avoir confiance dans l'avenir.
Moi aujourd'hui, quand je vois donc l'évolution du nombre d'objets qui croît, et qui vont donc générer des problèmes dans le futur. Puisque quand vous avez un espace qui est occupé par des objets, si vous voulez bouger à l'intérieur, il faut être capable de les éviter, donc il faut être capable de les connaître. Plus vous avez d'objets, plus il faut faire de manœuvres, plus vous avez besoin de données. Et donc c'est une espèce de cercle vicieux. Donc aujourd'hui, l'espace est immensément grand. Donc on peut mettre beaucoup d'objets. Par contre, il faut que ces objets suivent des règles précises pour qu'on puisse densifier l'espace. C'est-à-dire qu'il faut connaître où ils sont. Il ne faut pas qu'ils se multiplient. Est-ce que cette cartographie existe, elle est précise? Qu'on a vu une diapositive hier qu'André Avella nous a montré avec 128 millions d'objets en circulation. Est-ce que c'est un chiffre que vous retenez? Aujourd'hui, alors les millions, c'est des statistiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est les objets qui sont plus gros que 10 cm. Et ça, vous en voyez? Et ça, aujourd'hui, on en voit 30 000, 32 000. Voilà. De ces 32 000 objets que l'on voit, on en catalogue 28 000. Cataloguer, ça veut dire qu'on les suit, ils ont un numéro et on connaît leur trajectoire. C'est-à-dire qu'on peut prédire la trajectoire à plusieurs jours. Et donc, quand on prédit ces trajectoires à plusieurs jours, sur des équations mathématiques, eh ben, on va s'apercevoir que dans 2, 3, 4, 5 jours, ces deux objets-là ont une probabilité de collision. Et donc ça nous pose un problème, puisque si on connaît au début la position de l'objet avec plus ou moins 10 km, au bout de 5 jours de propagation, comme on va propager aussi les erreurs, cet objet qui faisait au début 10 cm, dans nos calculs, il va faire plusieurs milliers de kilomètres. Et donc ça veut dire qu'on va faire des manœuvres alors qu'on considère des objets de plusieurs milliers de kilomètres, alors qu'en fait, en réalité, il faut que quelques centimètres. Et donc le fait de connaître très précisément où est l'objet à un instant T, ça nous permettrait de faire des manœuvres uniquement si elles sont nécessaires. Donc la capacité aujourd'hui de savoir où sont les débris, c'est donc des capacités optiques, des capacités radars, qui sont relativement mal distribuées au niveau planétaire, puisque c'est vraiment une concentration américaine. Et puis derrière, en Europe, on est en train d'essayer, à travers des programmes de l'EUSST, de mettre en place ces capacités-là pour déjà avoir une autonomie, pour être capable d'avoir un catalogue et de certifier les trajectoires. Tout à l'heure, on en parlait, là, de savoir est-ce que quand je vais faire une manœuvre basée sur un catalogue, est-ce que ce catalogue est certifié? Est-ce qu'on est vraiment sûr que la position de l'objet est bien ici? Et donc ça, c'est très important. Et ça devient une nécessité à l'allure de tout ce qui va se passer dans les années à venir? Marc Vallès. Ouais, j'interviens juste pour rappeler un petit peu des ordres, parce la plupart d'entre nous, on est des techniciens, et quelque part, on aime bien se raccrocher à des valeurs. Pour mémoire, l'encombrement aujourd'hui maximal, tu me corrigeras Pierre, des orbites les plus occupées, c'est un objet, c'est 10 puissance moins 7 par kilomètre cube. C'est-à-dire que voilà, il faut 1 sur 10 millions, il y a une chance sur 10 millions d'être dans un kilomètre cube, même à l'endroit où c'est très encombré. Mais attention, la gravité est majeure. C'est-à-dire que ce sont des objets qui se déplacent à 12 km par seconde. Donc voilà, l'inoccupation, quand on commence à penser à quelle vitesse ça traverse, si ça percute, donc en fait, c'est très difficile de l'apprécier. Et puis quand on a la plupart des représentations qu'on voit, comme les diapositives, etc., pour qu'on puisse les voir, les objets, ils sont magnifiés d'1 million. C'est-à-dire qu'à l'image, le risque est majeur, donc c'est important qu'on se fasse peur, hein, je ne suis pas contre. Mais à l'image, si vous faites pareil en parlant du trafic automobile à New York, eh ben, une seule voiture, elle fait la taille de Manhattan. Donc comme il y en a 5 millions, en fait, ça monte jusqu'en haut de l'atmosphère. Là. Donc là, c'est ce qu'on est en train de montrer. Il y a une distorsion, mais je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle nous fait prendre conscience. Mais après, dans la réalité, le plus important, en fait, c'est de régler en grande partie ces incertitudes que nous avons, qui nous obligent aujourd'hui, parce que le danger est tel qu'il faut vraiment qu'on l'évite, qui nous oblige à prendre des marges énormes. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si dans les autoroutes, ils étaient tous à 10 km les uns des autres pour être sûr que les voitures ne se croisent pas, quoi. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il va falloir qu'on conclue. Pierre O'Malley, pensez-vous que la médiatisation de la question des débris spatiaux alors je vous laisse trouver le mot de la fin. Alors, elle est en cours.
on y travaille. Et donc, en fait, je pense que, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, ce problème des débris et de l'utilisation pérenne de l'espace est un problème politique. Aujourd'hui, si on veut exagérer, si on veut... Ça, c'est les techniciens, les ingénieurs qui ont répondu. Hein. Si on veut... Vous mettez des journalistes dans la salle, ils vous diront insuffisante. Hein. Si on veut que les politiques prennent vraiment l'ampleur de la problématique, le courage de prendre des décisions qui ont des impacts sur la façon de fabriquer les satellites, les façons historiques, et ben, ça demande un effort. Et cet effort, il est politique et du coup économique derrière, avec des conséquences. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle parce qu'il faut que les politiques prennent ces décisions au niveau international. On sent que ça a besoin d'être discuté au niveau international. Et que donc, il faut que les gens fassent remonter cette information au niveau des politiques. Donc un politique étant élu par le peuple. Voilà. Et donc nous, aujourd'hui, typiquement au CNES, là, pour faire connaître cette problématique des débris, mais aussi les solutions technologiques qu'il faut mettre en place pour éviter les débris, on propose là, de faire un jeu un jeu vidéo sur téléphone qui va mettre en exergue toutes ces solutions techno qu'on met en œuvre pour essayer d'éviter les débris et quel avantage, quelle solution techno va profiter à votre satellite pour pouvoir... En quelques mots, Pierre O'Malley, c'est quoi ces solutions techniques, cette techno qui peut améliorer la situation? Les technos, c'est ça, peut-être mettre un système sur chaque véhicule qui va donner sa position. C'est protéger les véhicules avec des blindages un peu innovants qui font que quand on va recevoir un petit impact de débris qui pourrait ne pas casser le satellite, ne pas régénérer à son tour plein d'autres débris. C'est fabriquer des systèmes technologiques qui vont, à la fin de vie d'un satellite, qui soit tombe en panne, soit est en train de redescendre, vider les batteries pour pas que ces batteries qui subissent un échauffement et un refroidissement plusieurs fois par jour explosent. Et donc c'est des systèmes techno très simples, mais qui apportent au satellite une neutralité et quelque chose qui déjà ne générera pas de débris et en cas de problème n'en régénérera pas des supplémentaires. Et un dernier mot avant de conclure, il nous reste quelques secondes, simplement à la mesure que cette activité spatiale va exploser, se développer de plus en plus, est-ce que la question des débris est désormais complètement intégrée dans les futurs programmes ? Et que finalement, ce qu'on voit, les débris dont vous nous parlez, c'est le fruit des années précédentes où tout n'était pas encore pensé. Oui, alors je pense qu'effectivement, les gros problèmes, c'est les débris des années précédentes. Aujourd'hui, on sent que comme il y a tellement d'investissements, des investissements qui sont privés, ces investissements privés, ils doivent avoir une rentabilité. Pour avoir une rentabilité, ça veut dire qu'il faut que j'exploite l'espace pendant un certain temps. Donc ça veut dire que forcément, il faut que je me mette dans une situation où je ne vais pas perdre mon investissement rapidement. Donc ça veut dire que les gens qui font des constellations, ils ont des systèmes d'anti-collision hyper perfectionnés. Ils ont pas, c'est pas leur but à eux d'avoir une collision dans leur constellation, puisque si ça se passe, ils perdent la constellation. Donc ils ont une propension pour pérenniser leur business à justement pousser un petit peu plus les règles internationales que l'on a mis très longtemps à mettre en place, et puis après à signer des papiers pour dire regardez, on est au-delà des règles, et on est sustainable.